Et si les jeux vidéo ne servaient pas qu'à s'amuser? Souvent accusés de créer une addiction auprès de leurs jeunes utilisateurs, ils pourraient bien au contraire soigner d'une façon ludique certaines pathologies sous forme de jeux thérapeutiques. À la Pitié-Salpêtrière à Paris, l'un de ces logiciels interactifs est actuellement testé sur des patients atteints de la maladie de Parkinson pour ralentir l'évolution de ces symptômes. Ces jeux thérapeutiques sont issus d'une étroite collaboration entre médecins et concepteurs de jeux vidéo. Et au CHU de Montpellier, c'est déjà une réalité, puisque c'est en jouant que les patients hémiplégiques à la suite d'un accident vasculaire cérébral se rééduquent. Et apparemment, ça marche! Mais que se passe-t-il réellement dans le cerveau des joueurs? Didier a 55 ans. Depuis 10 ans, cet ancien guitariste souffre de la maladie de Parkinson, une pathologie dégénérative du cerveau qui le prive peu à peu de ses capacités motrices, gêne son élocution et le handicape lourdement dans la vie quotidienne. Quand je suis à la maison, dans des endroits un peu confinés, je me rattrape au mieux, hein, des choses comme ça. Ou si je suis vraiment off, il peut m'arriver de chuter. Aujourd'hui, Didier a rendez-vous à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière au sein de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Non pas pour une séance de rééducation classique avec un ergothérapeute, mais pour une consultation un peu particulière avec sa neurologue. Vous êtes prêts? Attention, ça va partir. Voilà. Allez. Ce quinquagénaire pas vraiment adepte des jeux vidéo participe en effet à une étude clinique menée depuis juin 2015 sur 10 malades de Parkinson. Objectif, utiliser un jeu thérapeutique intitulé Tauprone afin de ralentir l'inexorable évolution des problèmes de marche et d'équilibre liés à cette maladie. Et le choix d'un jeu vidéo n'est pas un hasard. Chez les sujets sains, il a été montré qu'en fait, lorsqu'on joue à un jeu vidéo, on libère un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. La dopamine est très importante dans les processus de motivation, les processus d'envie de faire les choses, mais aussi dans les processus moteurs. Et en particulier, dans la maladie de Parkinson, cette dopamine, le patient fabrique moins de dopamine. Il y a une perte des neurones qui fabriquent la dopamine. Et c'est pour cette raison que les patients ont des troubles de la motricité, des difficultés à bouger, mais ils ont aussi des troubles de la motivation. Ils perdent l'envie de faire des choses. Donc il est probable que l'utilisation des jeux vidéo permette une libération de dopamine. Dans ce jeu, grâce à une caméra infrarouge qui enregistre ses mouvements, Didier incarne une petite taupe sportive qui doit récolter un maximum de pièces en évitant les obstacles mis sur sa route. Pour ce faire, il est incité à travailler certains mouvements qui vont l'aider à lutter contre ses problèmes moteurs. On met le bras gauche. Il y a des mouvements sur le côté, des mouvements des bras amples, parce que dans la maladie de Parkinson, les gens font moins de mouvements amples. Il y a des mouvements de flexion, où les gens doivent se baisser pour passer sous l'obstacle. Donc ça fait travailler au niveau des membres inférieurs. C'est un phénomène de flexion-extension. Et puis, il y a des mouvements au niveau du bassin, vraiment centrés sur l'équilibre. La capacité du sujet à rétablir son équilibre et à le contrôler. Au début, il faut se faire à l'environnement. Mais une fois qu'on a intégré l'espace, on sent le bénéfice. De séance en séance. Ceci étant, rester 1 heure concentré, c'est pas évident. Un exercice difficile, mais apparemment, les jeux thérapeutiques, cela fonctionne. Alors, ce qui est sûr, c'est que en 20 séances réparties sur 4 semaines, une fois rentré chez moi, je n'ai pas chuté une seule fois. Ça, c'est un sacré plus. Bravo! Oh, super, 93%. Il y a une amélioration de la motricité. Les patients se sentent plus stables, il y a moins de problèmes de chute. Ils ont aussi une amélioration de leur qualité de vie. Ils ont une amélioration aussi des fonctions cognitives, intellectuelles. En particulier, tout ce qui concerne l'attention, la capacité à organiser sa pensée, à planifier une action, des choses comme ça.
Si neurosciences et réalité virtuelle font bon ménage, c'est que Top Run, comme tous les autres jeux thérapeutiques, est le fruit d'une étroite collaboration entre médecins et concepteurs de jeux vidéo. Partons à Montpellier. C'est ici qu'a été mise au point Top Run en collaboration avec les médecins de l'Institut de la moelle épinière et du cerveau. Pierre Foulon dirige le pôle jeux thérapeutiques de cette société spécialisée dans les jeux vidéo. Et pour lui, concevoir un jeu thérapeutique, c'est un peu comme fabriquer un médicament. On passe énormément de temps à définir des objectifs thérapeutiques à atteindre. Et puis se met en marche toute une équipe de concepteurs, de réalisateurs, des gens du multimédia, des gens de la 3D. Et tout ce travail collaboratif donne un jeu vidéo thérapeutique, dans le sens où on fait toutes les étapes de validation clinique du jeu vidéo, comme peut le faire un médicament, une molécule ou une prothèse de hanche ou autre. Si les jeux thérapeutiques utilisent la même technologie que les jeux vidéo classiques, comme des logiciels 3D, de reconnaissance vocale ou de mouvement, ici, ces éléments sont optimisés. Dans Top Run, par exemple, la jolie musique ne sert pas seulement d'ambiance sonore, mais permet aux patients de dépasser leur blocage moteur. On a créé une musique spécifique dans laquelle on retrouve un mouvement régulier de type métronome. Ça permet aux patients de se concentrer via le son sur l'utilisation du jeu. Le patient qui va faire ces mouvements en ayant toujours des repères très précis sonores. Autre spécificité des jeux thérapeutiques, ils s'adaptent à chaque patient. Le thérapeute peut en effet tout paramétrer, de la vitesse du jeu, en passant par le niveau de difficulté, jusqu'à l'amplitude d'un mouvement. Et parfois, le jeu thérapeutique dispose de ce qu'on appelle des agents intelligents. C'est le jeu qui s'auto-paramètre à l'utilisation de son patient. Un exemple très concret, un patient va être en forme et plus en forme une journée qu'une autre. Le jeu va s'accélérer, les cibles vont s'éloigner, les distances vont augmenter. Maladie de Parkinson, Alzheimer ou rééducation optique, de nombreux jeux thérapeutiques sont actuellement en développement. Mais au CHU de Montpellier, c'est déjà une réalité. Dans le département de médecine physique et de réadaptation du professeur Isabelle Lafont, c'est en juin que les patients hémiplégiques rééduquent leurs membres supérieurs paralysés. Allez, tendez bien le coude. Il est clair qu'un jeu vidéo, c'est ludique, ça peut être addictif, et nous, l'addiction, on la cherche de façon un peu paradoxale. Donc ça permet d'obtenir une adhésion plus importante du patient à un protocole de rééducation. Ils aiment beaucoup la rééducation, ça se passe bien, mais c'est vrai que le caractère un peu ludique fait que c'est plus facile de prolonger une séance ou de répéter les exercices. Victime d'un accident vasculaire cérébral il y a seulement 2 semaines, Marie-Hélène tente de percer des ballons avec une flèche. Son avant-bras gauche partiellement paralysé est posé sur une tablette tactile qui enregistre en temps réel les mouvements de sa main. Une manière ludique de travailler la flexion et l'extension de son coude sous le contrôle de son ergothérapeute. Ça va, vous fatiguez pas trop? Un peu? Voulez-vous aider? Aidez-vous avec l'autre main. Voilà. Le jeu vidéo thérapeutique ne se substituera jamais à un professionnel de santé. L'interface humaine, elle est fondamentale pour des raisons multiples. Le jeu vidéo doit être conçu comme un assistant en fait, du thérapeute, qu'il soit kiné ou ergothérapeute. Le jeu vidéo va s'adapter sous le contrôle du thérapeute, va prolonger l'action de l'ergothérapeute, allonger la durée de la séance, augmenter le nombre d'exercices, rajouter un petit côté ludique, avoir peut-être une action spécifique sur le système nerveux, mais ne sera jamais qu'un assistant au service des thérapeutes. Montez. Voilà, redescendez. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est un truc difficile. On va essayer de régler le jeu, Charazade, pour qu'il puisse travailler ça spécifiquement. L'autre avantage des jeux thérapeutiques comme Hammer and Planks, où le patient pilote un bateau grâce au mouvement de son corps et ramasse des cibles sur l'eau, c'est l'enregistrement de tous les mouvements du joueur. Le jeu vidéo, c'est un super espion. C'est-à-dire que quand quelqu'un joue avec un jeu vidéo, il génère des mouvements. On va être capable, nous, d'enregistrer ces mouvements, et ces données concernant le mouvement réalisé par le patient, on va pouvoir les utiliser pour comprendre la construction du mouvement, comprendre la récupération motrice après une lésion, et un jour
pouvoir mieux définir nos protocoles de rééducation à partir de données beaucoup plus précises et beaucoup plus quantifiées que ce qu'on fait actuellement. Et les jeux thérapeutiques, c'est pour tous les patients, quel que soit leur niveau de handicap ou leur degré de fatigue, puisque leur membre paralysé peut également être assisté par un bras robotisé. Grâce à un système de ressorts intégré, l'Arméo allège le bras du malade et facilite ses mouvements en compensant les effets de la gravité. Si les jeux thérapeutiques présentent de nombreux avantages, il reste encore beaucoup de questions en suspens sur ce qu'il se passe réellement dans le cerveau d'un joueur de jeux vidéo. La question, c'est est-ce qu'à travers le jeu vidéo, on modifie ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, donc l'organisation du cerveau? La réponse est très probablement oui. Est-ce que cette modification des cartographies cérébrales est bénéfique pour le patient ou pas? De quelle façon cette modification est à l'origine justement de ces modifications de la vie quotidienne qu'on observe chez les patients? Tout ça, ce sont des normes inconnues sur lesquelles on travaille actuellement. Pour tenter de répondre à toutes ces questions, allons à Berlin. À l'Institut Max Planck pour le développement humain, la chercheuse en neurosciences Simone Kuhn a lancé en 2013 une étude qui a démontré que jouer aux jeux vidéo modifiait la structure même du cerveau. Pour arriver à cette conclusion, elle a demandé à 15 cobayes humains en bonne santé, qui ne pratiquaient pas les jeux vidéo auparavant, de jouer 30 minutes par jour pendant 2 mois à un jeu d'action destiné au grand public. Grâce à des clichés d'IRM avant et après l'étude, Simone Kuhn a découvert que cette pratique entraînait une augmentation de la part de la matière grise qui contient nos précieux neurones dans notre cerveau. 3 régions cérébrales spécifiques sont ainsi modifiées par la pratique du jeu vidéo. La première, c'est cette région préfrontale, là devant à droite. La seconde ici au fond dans l'hippocampe et la troisième ici dans le cérébellum, qu'on appelle aussi le cervelet. Ces 3 régions du cerveau sont très intéressantes car le cortex préfrontal est responsable de la planification stratégique. L'hippocampe gère la navigation dans l'espace et le petit cerveau s'occupe de la motricité fine. Jouer aux jeux vidéo modifie donc la plasticité du cerveau et l'on comprend mieux les effets positifs sur les malades au niveau de la représentation dans l'espace et de la motricité fine. Reste à savoir si ces bénéfices sont acquis définitivement ou bien liés à une pratique régulière. Mais même si les jeux thérapeutiques ne sont qu'un outil complémentaire à la rééducation traditionnelle, il serait peut-être temps de changer notre regard sur les jeux vidéo. Alors, on se refait une partie ?